Bonjour à toutes, grande joie également pour moi aussi de pouvoir faire cet événement avec des personnes qui me sont chères. Grand merci à l'Université Lyon 2, à sa vice-présidente pour sa confiance depuis le premier jour, au service de la communication, toujours prompt à aider, et au service des ressources humaines et de l'action sociale qui nous permet d'avoir cet événement aujourd'hui. Et merci à Andrea d'avoir dégagé du temps parce qu'en ce moment il manque furieusement alors que les travaux sur le projet de loi que tu as évoqué se multiplient et que tu es très sollicité à droite et à gauche pour défendre ce travail que je n'aurais pas moi la capacité de défendre. Et c'est justement l'une des questions qui me paraît intéressante d'examiner avec vous. C'est comment on en arrive à ce que vous voyez là. Comment est-ce qu'on en arrive à un texte d'amendement qui, à la fin, de manière, semble-t-il, inédite ou quasi exceptionnelle, se trouve créditer les gens qui l'ont rédigé, qui sont des universitaires. C'est la dernière ligne que vous pouvez apercevoir. J'ai envoyé ça à une amie qui est collaboratrice à l'Assemblée nationale qui m'a dit « mais ça ne se fait pas ». Limite, c'est contraire à la déontologie des parlementaires. Donc pour le comprendre, ça sera l'occasion de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que de la recherche interdisciplinaire, et puis ensuite de vous montrer à partir du contrôle coercitif qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors comment est-ce qu'une personne comme moi qui travaille avant tout sur les minorités sexuées et genrées, les personnes intersexes, transgenres et non-binaires, se retrouve un jour à travailler sur le contrôle coercitif sur lequel il ne comprend et ne connaît rien. En 2023, quand je fais la connaissance d'Andrea à la Cour de cassation dans un événement mondain, Andrea me parle de ce concept, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, comment on se retrouve à faire de l'interdisciplinarité? C'est d'abord des programmes universitaires qui créent cette possibilité-là. À Lyon 2, vous le savez, on offre des mineurs et des majeurs, donc ça permet des ouvertures. C'est parfois la préparation de concours qui nous permet de nous ouvrir à d'autres disciplines et de se rendre compte que le droit n'est qu'un discours évanescent, abstrait, s'il ne s'ancre pas dans la réalité des problèmes sociaux. Et puis c'est aussi des structures de recherche, telles le pôle genre, qui facilitent cette interdisciplinarité, qui vous permettent de rencontrer des gens qui font des études de genre comme vous, mais qui travaillent sur les questions des VSS. Et en 2023, quand je rencontre Andrea, ça fait 1 an et demi que je suis ici, et des collègues travaillant sur les VSS m'ont embarqué dans différents projets. Je pense notamment au projet que portait Bérénice à midi sur les procès fictifs. Mais l'interdisciplinarité, c'est aussi des rencontres humaines, et il me semble que dans la formation de nos doctorales, il faut leur dire l'importance d'aller vers l'autre collègue, et d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Et ça, c'est vrai que quand on est tout seul dans son laboratoire, c'est quelque chose à côté duquel on passe. Et donc, pour ma part, ça a été une belle rencontre. Alors, pourquoi avoir décidé de travailler sur le contrôle coercitif? Il y a des raisons personnelles que je passerai sous silence ici, et des raisons ensuite pédagogiques et scientifiques. Alors, les raisons pédagogiques, c'est que moi, en tant qu'enseignant de droit de la famille, je vois bien que depuis une petite, disons 2020, pour dire les choses simplement, dans le Code civil, on commence à avoir des dispositions sur les violences intrafamiliales. Mais que les manuels de droit de la famille n'en parlent pas, parce que le droit de la famille, c'est le droit des couples et le droit des enfants. Et les violences, on ne sait pas trop où les mettre, c'est à la fois les violences sur les enfants, c'est à la fois les violences au sein du couple, et puis c'est pas l'ADN traditionnel du droit de la famille. Donc c'est plus facile de ne pas en parler. Mais moi, ça me gêne parce que, personnellement, je suis confronté à ces violences et je me dis il faut aussi sensibiliser nos élèves, exactement comme ce que tu disais. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps, quand je rencontre Andrea, que je me dis il faut trouver un moyen de placer ce sujet des violences intrafamiliales dans le droit de la famille. Mais j'ai évidemment pas les compétences pour le faire. Ensuite, il y a des raisons scientifiques. Je vois bien que le concept de contrôle coercitif, dont à la lecture de l'ouvrage d'Andrea que je lis à l'été 2023 et dont je suis absolument convaincu qu'il est indispensable, je vois bien que ça ne va pas marcher facilement chez les juristes. Ça va falloir s'accrocher. Il va falloir s'accrocher parce que d'abord c'est un concept étranger au droit, de sorte qu'il va y avoir un problème d'acculturation, que lorsque le texte va être discuté, si on arrive à avoir des amendements, on va convoquer tous les universitaires en droit qui ont l'habitude certaines ont l'habitude de parler de choses qu'elles ne connaissent pas.
Et donc vont dire ça n'est pas possible, ça va perturber le principe de clarté, d'accessibilité. Donc on va avoir beaucoup de collègues qui vont être assez réticents. C'est un concept, par ailleurs, qui fait plus ou moins concurrence au concept d'emprise, qui est rentré un peu au forceps dans le code civil et dans le code pénal. Donc on va nous dire, voilà, c'est un effet de mode, vous changez de concept tous les 4 matins, aujourd'hui le contrôle coercitif, demain je ne sais quoi. Donc non, le droit doit se tenir éloigné de ces autres sciences sociales qui ne sont pas ancrées dans la réalité des problèmes. C'est un concept psychologique. Le droit n'est pas très outillé pour penser la psychologie. En tant que spécialiste initialement de droit des obligations, je vois bien tout le mal qu'on a eu pour indemniser d'abord la souffrance à la charnière des 19e et 20e siècles. Ensuite, le problème de la prise en compte des traumatismes. J'avais travaillé un peu sur l'amnésie traumatique et je vois bien à quel point tous nos efforts pour essayer de faire entrer dans la loi l'amnésie traumatique se sont heurtés à des murs au motif de la prétendue subjectivité de ces concepts. D'ailleurs, c'est amusant parce que l'amnésie traumatique, elle aussi, au départ, quand c'était appliqué en temps de guerre, tout le monde était d'accord avec les prisonniers de guerre, les victimes de la guerre, amnésiques, aucun problème. Alors, dès que ça devient sur les femmes, là, c'est contesté, comme le contrôle coercitif. Autre raison qui fait que ça va être compliqué, le contrôle coercitif, c'est que ces implications, elles sont dans de très nombreux champs, parce que tu l'as évoqué, c'est pas que dans la famille. Il y aura évidemment donc le droit pénal, le droit de la famille, mais potentiellement les droits de la procédure, parce qu'il faut modifier les règles de procédure civile pour protéger les victimes de procès abusifs qui s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle coercitif. Il faut modifier sans doute le droit des contrats, le droit du travail. Donc voilà, c'est compliqué à prendre en main, à légiférer. Et puis enfin, c'est un concept qui se développe dans un discours de droits humains. Et les droits humains n'ont pas très bonne presse, je dirais, chez les spécialistes un peu classiques du droit. Ça reste une matière assez récente, les droits humains, qui est perçue comme un facteur de dynamitage des autres logiques disciplinaires. Donc je me dis, c'est un défi intéressant et il ne va pas y avoir grand monde pour se présenter pour y aller. Donc je me dis, il faut y aller. Mais alors, comment on y va en tant que juriste ? Donc d'abord on se documente, c'est le livre d'Andrea, et puis on se tient prêt, on se tient à l'affût d'un événement qui va nous permettre d'accrocher et de produire un discours juridique. Et ces événements, ce sont les arrêts de Poitiers du 31 janvier 2024, qui donnent lieu donc à la publication d'un commentaire d'arrêt. Donc c'est le premier exercice que je voudrais vous montrer, qui est le lieu favori de la recherche des juristes. Ils aiment bien être après coup, on ne prend pas trop de risques, on a un texte, on le critique, et puis comme ça on a l'air intelligent. Donc c'est ce qu'on a fait avec Andrea, avec quand même, vous pouvez le voir à l'écran, un appareil bibliographique plus qu'anormal sur la première page. C'est un article très court, parce que les juristes n'ont pas le temps, sont des gens pressés. Et donc, il y a surtout un appareil scientifique pour essayer de dire aux collègues « Oh, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, vous devriez vous intéresser. » Voilà, tout l'appareil scientifique commençait à travailler, parce que ce concept, il va compter. Ce commentaire d'arrêt, ce que je voudrais expliciter, c'est un peu comment on a travaillé pour le produire dans l'interdisciplinarité. D'abord, Andrea a lu les arrêts au prisme de sa discipline. Je me suis imprégné de tout ce que Andrea écrivait, et ensuite, j'ai moi-même fait mes propres recherches juridiques pour vérifier un certain nombre de choses, et puis également mieux intéresser les juristes. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé d'étudier la circulation du concept. D'où vient ce concept de contrôle coercitif, qui l'a forgé? Donc Andrea me dit des choses, je les vérifie aussi. Effectivement, sociologie, psychologie, puis droit, ça semble être le cheminement. Il est dit que ces arrêts sont des arrêts précurseurs, c'est les magistrats qui les ont rendus, qui le disent, dans des logiques de communication qu'on peut comprendre, mais il faut vérifier que c'est vrai. Donc on va sur les bases de données, de plusieurs, au niveau européen, au niveau national, et effectivement on arrive à la conclusion que ce sont les meilleurs arrêts. Ensuite, c'est un concept discuté avec des gens qui en récusent la pertinence, il y a aussi des conflits sur l'attribution, qui a vraiment inventé, trouvé ce concept, et Andrea est parfois au cœur de ces conflits, donc moi je dois quand même regarder tout ça.
Donc toutes ces recherches permettent d'établir la généalogie d'un concept et de nourrir, ce faisant, le travail de la recherche en droit. Par ailleurs, on fait un travail de critique, on essaye de ne pas être les porte-voix des magistrats, de participer à leur entreprise de communication, on essaye de ne pas être des bénis oui-oui. Donc, évidemment, tout en saluant l'initiative, dans ce commentaire d'arrêt, on pointe du doigt quand même peut-être certaines insuffisances. Par exemple, on souligne que c'est dommage de ne pas avoir parlé de l'article 3 qui interdit les traitements inhumains et dégradants, parce que, comme l'a dit Andrea, c'est quand même un problème de torture et traitement inhumain et dégradant. C'est, me semble-t-il, le premier droit fondamental qui est en cause avec le contrôle coercitif. On souligne également que c'est magnifique, cette décision, il y a beaucoup de bruit qui est fait autour, mais ça reste une décision, ça ne fait pas jurisprudence. Donc il faudrait que la Cour de cassation s'en occupe un peu sérieusement, mais surtout que le législateur aussi s'en occupe, parce que le juge n'a pas la même capacité de transformation sociale que le législateur, qui peut mettre en branle ensuite des décrets d'application, des arrêtés, mettre en place des politiques publiques. Un juge, il ne peut pas mettre en place des politiques publiques. Et ce qui nous amène ensuite au deuxième type de travail que peut faire la recherche en droit, ce travail de passerelle entre des gens qui font des sciences sociales non juridiques et puis leur intégration dans le champ juridique au travers en particulier de textes de loi. Donc comment on en arrive à cet amendement? On avait commencé à travailler, je dirais, après l'été 24. Il y avait l'idée d'un groupe de travail qui se préparait autour de la sénatrice Dominique Vérien, avec un commissaire de gendarmerie, des personnes du parquet, des personnes du siège, des personnalités politiques. Donc on avait essayé de mettre en place un groupe de travail de gens qui s'intéressaient au contrôle coercitif, et on avait commencé à créer un espace partagé avec un texte. Puis tout d'un coup, Aurore Berger, qu'on peut ou non porter dans son cœur, Aurore Berger dépose une proposition de loi. Et on n'est pas tout à fait prêt à ce moment-là. Donc il faut, là il y a un choix cornélien. Soit on décide de saisir l'occasion, même si on n'est peut-être pas d'accord avec Aurore Berger, qui à ce moment-là est redevenue parlementaire, ou bien on décide, non, on va faire un texte parfait, une loi cadre sur les violences sexuelles, on va tout traiter, il y aura tout le panorama, et ça sera formidable. Bon, quand on a un peu l'habitude du droit, on sait que malheureusement, ces lois cadres, ça arrive très 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 rarement, et que souvent les réformes, elles se font petit bout par petit bout, parce que le temps parlementaire, il est ce qu'il est, l'encombrement parlementaire, il est ce qu'il est. Donc c'est la première option qu'on retient, et donc assez vite, dans des conditions matérielles complexes, puisque nous sommes les trois auteurs de l'amendement un peu par Mons et par Vosges, jamais dans le même pays, jamais la possibilité de se voir. On travaille sur des coins de table, dans des trains, entre les cours, les articles à rendre, il ne faut pas être en retard. Donc voilà. Et on sort un amendement tout à fait atypique, puisque vous le voyez, il est très long. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'habitude des amendements, mais bon, un amendement de 2 pages de texte de modification, c'est assez rare. Généralement, on ajoute un mot. Et puis ensuite, l'exposé des motifs, qui fait 4 pages. Généralement, l'exposé des motifs, c'est une demi-page. Et puis un exposé des motifs avec des références scientifiques, puisque, évidemment, c'est nous qui l'avons fait. Et il se trouve que Andrea, par le travail qu'elle mène depuis longtemps, a un réseau d'associations de personnes politiques qu'elle arrive à embarquer pour faire déposer cet amendement. Et puis, c'est pas tout de le déposer, il faut surtout le soutenir. Et en face, il y a un amendement gouvernemental porté également par la rapporteuse du texte. Donc, sur le papier, a priori, on n'a aucune chance que ça passe. Bon, finalement, il y a ce qu'on pourrait appeler du lobby, ce qu'on pourrait appeler aussi du développement de la recherche, un travail de conviction, de persuasion, des coups de fil, des courriels qui sont envoyés. Et les députés sont convaincus que c'est notre texte qui est le plus intéressant, et c'est comme ça qu'il est adopté. Alors, ce texte... je voudrais vous le présenter un petit peu. Il est en 2 parties. Vous voyez, article 3, grand 1. Donc le grand 1, c'est sur le droit pénal. Et principalement, on introduit un nouvel article dans le code pénal. Donc c'est sûr que pour les abolitionnistes, les gens qui pensent que le droit pénal n'est pas une solution, fermez vos oreilles. Donc il s'agit d'introduire un nouvel article dans le code pénal qui va définir le contrôle coercitif et qui va poser un certain nombre de peines qui seront de plus en plus graves en fonction
de différents paramètres liés à des atteintes à l'intégrité physique, liés éventuellement au type de victime. Mais ce que vous pouvez retenir pour l'instant, et j'y reviendrai, c'est qu'on définit le contrôle coercitif comme, je cite, le fait d'imposer sur la personne de son conjoint, ça veut dire marié, de son partenaire, lié par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, donc le fait d'imposer à ces personnes-là, par des propos ou comportements répétés ou multiples, qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou qui instaurent chez elle un état de peur ou de contrainte, cette peur ou cette contrainte étant liée à des actes exercés directement sur la personne ou indirectement sur autrui, et on ajoute que ces actes donc, qui créent la peur, ce soient des actes physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques. En gros, il s'agit de lister l'intégralité des comportements sur lesquels la recherche a montré par lesquels la recherche a montré que le contrôle coercitif passait. Donc on essaye de prendre tout ça. Bon, ça c'est d'une certaine manière assez classique puisque la plupart des États qui ont essayé de réglementer le contrôle coercitif vont créer des infractions autonomes, éventuellement parfois juste des circonstances aggravantes, mais ils font du droit pénal. Andrea m'avait alerté sur l'importance d'aller aussi en droit civil parce que tout ne passe pas par le pénal. C'est vrai que dans l'opinion publique, on est un peu obnubilé par le pénal, mais Andrea, qui avait l'habitude de travailler avec des juristes, avait bien compris aussi l'importance du civil. Et donc là, c'est le grand 2. Le Code civil est ainsi modifié. Et là, il y a deux grands types de modifications. Il y a des modifications en droit de la famille et des modifications en droit des contrats. En droit de la famille, il y a deux dispositifs qui nous intéressent en particulier. Le premier dispositif, c'est les ordonnances de protection. Peut-être vous en avez entendu parler, ça marche assez bien. Ce sont des mesures civiles d'éloignement qui peuvent être prises en référé par un juge. Il n'y a pas besoin d'établir la réalité des faits, comme c'est un peu le cas en droit pénal. On peut se contenter d'éléments, de dangers. Je vais vous montrer un petit peu les textes. Donc, par exemple, 378-2, dès lors qu'une personne est poursuivie par le ministère public ou mise en examen, on peut suspendre, supprimer l'exercice des droits d'autorité parentale. C'est prévu en cas de violence. On a dit violence, y compris contrôle coercitif. De même, pour un autre texte, à propos, donc là, spécifiquement des ordonnances de protection, l'ordonnance de protection, elle peut être délivrée dès lors qu'il existe simplement, je cite, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris, etc. Donc, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il y a commission de faits ou de violences alléguées. Donc, vous voyez, le niveau de preuve n'est pas du tout le même qu'en droit pénal, ce qui permet d'avoir des mesures beaucoup plus rapides et avec un niveau de preuve beaucoup plus faible pour protéger les victimes. Donc, on va sur ces textes-là en droit civil. Ça, c'est le premier volet droit civil. Et ensuite, il y a un deuxième volet en droit des contrats. Alors là, c'est très surprenant parce que le droit des contrats, en gros, il est modifié tous les 150 ans. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est quelque chose de relativement sacré auquel on ne touche pas. Oui, mais sauf que dans la jurisprudence, il y a un juge à Sens qui a trouvé que le contrôle coercitif, c'était aussi intéressant en droit des contrats parce que comme le contrôle coercitif s'exerce par le biais d'actions sur l'économie, on peut créer des dettes artificiellement qui vont venir limiter la capacité d'action de la femme et il faut être capable de remettre en cause ces contrats. Alors en droit civil, on a quelque chose qui s'appelle la violence, mais ce n'est pas la violence que vous connaissez, c'est encore autre chose. Eh bien, on est venu préciser que cette violence-là, elle pouvait aussi être caractérisée par la preuve d'un contrôle coercitif. Ce qui permettra de remettre en cause les contrats qui ont créé cette situation de dépendance économique. Et ça, je dois dire que c'est l'innovation, je crois, la plus importante, la plus forte dans ce texte, c'est de vraiment s'intéresser aussi au droit des contrats. Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça sans le travail de sensibilisation qu'Andrea a fait auprès des magistrats, puisqu'évidemment, c'est un magistrat qui a été formé par Andrea qui a fait cela. Donc ça, c'est un petit peu le texte de loi tel qu'on a essayé de le comprendre. Alors on a reçu pas mal de critiques. Et comme on est des scientifiques, on n'a aucun problème avec les critiques. On est dans un espace de critique par les pairs. Bon, c'est mieux que les gens disent d'où ils parlent, s'ils ont des conflits avec les auteurs qui l'explicitent. Bon, c'est pas toujours le cas. Alors on a par exemple cet article de Libération qui est fait par une journaliste qui se présente comme un article de Check News, donc comme s'il y avait peut-être des contre-vérités qui auraient été énoncées dans cette proposition de loi. Avec des critiques notamment de sociologues de deux ordres, je dirais, un scepticisme sur la capacité du droit à recevoir une notion qui lui est étrangère
et la crainte que ce soit contre-productif parce que notre notion serait tellement mal définie que ça permettrait en fait de poursuivre des mères qui seraient accusées de faire de l'aliénation parentale sur leurs enfants, puisque dans la définition du contrôle coercitif, on aurait mentionné des actes qui passeraient par des procédures judiciaires. Or, l'on sait effectivement que parfois les accusations d'aliénation parentale passent par le fait de prétendre que madame fait un procès, qu'elle est en train d'essayer de récupérer un enfant en inventant des mauvais traitements qui seraient commis par le père. Et donc, on nous accuse d'avoir fait une définition mal ficelée qui va être dangereuse, qui va permettre de pénaliser des femmes qui essayeraient de protéger leur enfant. Donc effectivement, l'argument joue sur une corde sensible. Vous prétendez protéger les femmes, mais en fait, vous allez détruire encore davantage leurs droits. Bon, je pense qu'il y a une part peut-être de mauvaise foi, en tout cas de mauvaise lecture de notre article dans cette critique, puisque on dit bien dans la définition qu'il doit s'agir d'un contrôle coercitif, donc il faut essayer d'être contrôlant vis-à-vis de son conjoint, et il faut le faire par des propos répétés multiples. Si une femme fait une action judiciaire pour dire mon mari frappe mon enfant, c'est pas multiple, c'est pas répété, c'est pas un contrôle de tous les modes de vie du mari. C'est très circonscrit à la question de l'autorité parentale du mari, et ça passe par un nombre, à mon avis, très limité d'actes. Donc je ne suis pas absolument convaincu par cette critique. Deuxième critique de ces sociologues, c'était sur l'utilité de l'incrimination. Cette incrimination nouvelle ne servirait à rien, parce qu'à l'étranger, on voit bien que les pays qui ont introduit le contrôle coercitif, ça ne marche pas, il y a très peu de condamnations, et il faut écouter le terrain. Nous, on est sociologues, on va sur le terrain, et on peut vous dire que ça ne marche pas. Alors, il faut pouvoir quand même comparer ce qui est comparable, me semble-t-il. Andrea vous l'a dit, il y a un enjeu crucial de formation. Et d'ailleurs, j'insisterai dessus, mais il y a un volet formation aussi dans le projet initial. Donc évidemment, si vous propulsez une notion sans former personne, ça ne va pas marcher, évidemment. Mais si vous accompagnez les magistrats et magistrates, si vous répondez en plus à un besoin de la magistrature, ça fonctionnera. Or, que voit-on? Qui sont les premiers à avoir propulsé dans le droit français le contrôle coercitif? Ce sont les magistrats. Ce n'est pas une magistrate délirante qui joue pour sa carrière à Poitiers, non. C'est Poitiers, c'est Douai, c'est Paris, il y a 4 ou 5 cours d'appel, Sens. Donc ce n'est pas juste une initiative isolée de gens qui essayent de faire leur carrière sur le dos du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif répond à un besoin de la magistrature, qui en a besoin, mais pas seulement elle. Les officiers de gendarmerie avec qui on a pu discuter, qui nous disent « ça nous aide », c'est la question de mon collègue Pierre Michel, ça nous aide à mieux comprendre exactement ce qui se tisse derrière. Donc je pense que la critique sur l'inutilité ne tient pas assez compte du contexte français, mais il est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de terrain et que le temps que la sociologie s'empare de ça, ça prendra peut-être un peu de temps. Ensuite, on a eu des critiques également intéressantes, et vraiment toutes les critiques sont bonnes parce qu'elles révèlent des réticences de la société qu'il faut vraiment prendre en charge. Des critiques plutôt venant de collègues en droit pénal, des critiques pénalistes. Je vous donne à voir les articles publics parce qu'il y a beaucoup d'autres critiques mais qui ne sont pas forcément facilement accessibles. On a pu critiquer, par exemple, la définition de l'infraction ou les peines. Bon, sur les peines, c'est un peu technique, je vous épargne les détails, mais je voudrais aller sur les critiques concernant la définition de l'infraction. Alors, on a choisi, dans la définition que je vous ai donnée, de ne pas insister trop sur le schéma global de coercition, sur la stratégie de l'auteur de vouloir vraiment porter atteinte. On a juste dit, ce sont des actes ou des comportements répétés. Et les pénalistes nous reprochent de ne pas être assez précis, nous reprochent d'avoir oublié cet élément de stratégie, cet élément de cadre global, cette volonté de dominer, de contrôler la vie privée de la victime. Alors, le problème de cette critique, c'est que comment vous voulez prouver cette stratégie? Comment vous voulez prouver cette volonté de domination? Notre crainte avec Andrea, c'est qu'en étant trop précis sur l'élément intentionnel, on va multiplier les portes d'échappatoire des auteurs. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas incriminer n'importe quoi, mais il nous semble qu'avec l'exigence de comportements multiples ou répétés, la référence à l'idée d'un contrôle, il me semble qu'on est assez précis. Mais là encore, on est ouvert au débat et peut-être qu'on se trompe.
Ensuite, sur un autre élément de l'infraction, l'élément matériel. On a dit dans la définition de l'infraction que je vous ai lue tout à l'heure que ces différents actes doivent porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurer chez elle un état de peur ou de contrainte. Alors là, que nous reproche-t-on? On nous reproche d'être trop souple, d'avoir mis soit l'un, soit l'autre. Pour la critique qui nous est faite, l'état de peur suffirait. L'état de peur ou de contrainte suffirait. Mais quelle est notre crainte? C'est que la peur, comment vous la prouvez? Vous dites « j'ai peur ». Dans ce cas-là, c'est vous-même qui pouvez prouver l'infraction? Ça peut poser quand même un certain nombre de problèmes du point de vue de la légalité des délits et des peines, du point de vue de la nécessité de s'appuyer sur des faits objectifs pour poursuivre. Donc, dans la crainte que le Conseil constitutionnel, qui, vous savez, a un passif en matière d'égalité homme-femme, il a refusé la parité, il a censuré le délit de harcèlement sexuel, donc il y a quand même un passif. On s'est dit, il vaut mieux prévoir plusieurs circonstances, et si jamais il y en a une qui est retoquée, il restera au moins l'atteinte aux droits et libertés fondamentaux, qui là n'est pas discutable. Donc, moi, il me semble que ça reste intéressant d'insister sur les deux, et aussi dans une fonction pédagogique. Parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, le contrôle coercitif, il génère de la peur, de la contrainte. On aime bien dire, parce que ça correspond à l'idée de captivité qu'évoquait Andrea, que c'est une atteinte aux droits et libertés fondamentaux des victimes. Donc voilà, ça nous semblait intéressant aussi en raison de sa vertu pédagogique, d'indiquer ces deux éléments, et aussi par le même coup de se prémunir de certaines critiques du Conseil constitutionnel. Donc voilà pour vous donner quelques illustrations des critiques des pénalistes qui ont pu être faites. En revanche, pour l'instant, peut-être j'ai raté, mais personne ne s'intéresse au droit civil. Pourtant, Andrea vous l'a dit, c'est sans doute l'élément le plus innovant. Personne ne s'intéresse à ce qu'on essaye de faire sur le droit civil. Alors, ça nous amène à réfléchir en disant peut-être qu'il faut qu'on relise encore plus attentivement notre travail parce qu'on ne va pas avoir de critique, et peut-être qu'il faut qu'on anticipe le fait que le droit pénal va sauter, qu'on n'y arrivera pas, et qu'en revanche, le droit civil va se maintenir. Or, si vous prenez, et je vais revenir un tout petit peu en arrière, si vous prenez le texte de notre amendement, vous voyez, le Code civil, lorsque on définit le contrôle coercitif, on renvoie au Code pénal. C'est-à-dire qu'on n'a pas, dans le Code civil, donné la définition du contrôle coercitif. On a dit le contrôle coercitif tel que défini par le Code pénal. Peut-être que ça, c'est une erreur. Parce que ce faisant, on lie le droit pénal et le droit civil, et si le droit pénal tombe, on n'aura plus de droit civil. Donc ça, sans doute, il y aurait quelque chose de stratégique ici à faire pour se préparer contre une éventuelle levée de bouclier. La deuxième chose, c'est que en relisant à tête reposée et pas sur un coin de table dans le train, dans toute urgence, parce que la clôture c'est à minuit et après on ne pourra pas déposer l'amendement, en relisant à tête reposée les différents textes du Code civil, j'ai réalisé qu'on avait oublié un texte important dans le divorce, l'article 255 du Code civil, qui permet au juge de prendre des mesures urgentes en cas de divorce. Et assurément, le contrôle coercitif, il peut apparaître dans le contexte de divorce. Donc là, il y a un oubli sur lequel il faudra revenir. Par ailleurs, personne n'a critiqué le manque d'ambition de notre texte. Tout à l'heure, je évoquais avec vous le fait qu'on avait, sur le contrôle coercitif, un besoin de faire du droit pénal, du droit de la famille, mais aussi de la procédure, mais aussi du droit du travail. Personne ne nous a critiqué pour avoir oublié tous ces champs. Or, il faut qu'on s'y attelle aussi. En procédure, je vous donne juste un exemple. En matière de lutte contre les procès bâillons, peut-être vous avez entendu cette expression, ces procès par lesquels on essaye de museler des lanceurs d'alerte, des journalistes, parfois des chercheurs. En matière de lutte contre les procès bâillons, l'Union européenne a adopté une directive qui nous demande de mettre en place des procédures spéciales pour rejeter très vite les procès bâillons, pour permettre à la personne qui est assignée en justice d'être financée pour sa défense par la personne qui fait le procès, et aussi de faciliter les règles de preuve. Parce qu'on voit bien que ces procès sont un petit peu, peuvent être à double tranchant et peuvent être utilisés comme une arme pour faire taire les gens. Il faut faire la même chose en matière de contrôle coercitif. Dès lors qu'on a la preuve d'un schéma de contrôle coercitif, ça éclaire d'un jour nouveau quand même l'action en justice. Alors bien sûr, il y a un droit d'action en justice, mais comme tout droit, il est susceptible d'abus. Et il faut empêcher que l'utilisation du droit devienne un instrument de lutte contre les droits des autres.
Donc ça, il faut qu'on s'en occupe, et on a encore 11 jours pour s'en occuper avant le dépôt des amendements au Sénat. En droit du travail également, mais là je fais plutôt appel à vous, et nous avons également à Lyon 2 des collègues à l'Institut d'études du travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire également pour éviter que le contrôle coercitif ne s'exerce en toute impunité sur l'espace de travail, peut-être également dans le code de l'éducation? On sait que les enseignants peuvent être instrumentalisés par certains pairs contrôlants, que parfois leurs témoignages vont se retrouver dans des procédures contre la mère. Donc là, il y a tout un volet de réflexion. Ce qui est certain, ce n'est pas une question de « est-ce qu'il faut le faire ?» La question, elle n'est plus là depuis 2014. Depuis 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que les États ont l'obligation, pour protéger la vie et pour protéger le droit à l'intégrité physique, ont l'obligation d'incriminer les violences, quelles qu'elles soient, notamment psychologiques. À partir de 2019, la Cour a inclus dans la notion de violence psychologique le contrôle coercitif. Et en 2021, c'est l'arrêt Tunikova contre Russie, elle a dit très clairement vous êtes obligé d'incriminer le contrôle coercitif. Donc ce n'est pas une question de est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'il faut le faire. Non, il faut le faire. La question c'est comment on va le faire et quand est-ce que ce sera fait. Je vous remercie.